Vous voyez ce beau gosse, c'est le rappeur Dooms. Et ça, c'est son ex, Adèle Exarchopoulos, ouais. Et ils ont même un gosse ensemble. Allez, entre nous. C'est pas un braquage de ouf quand même? Non mais sa tête de fonce-dé là, ses yeux, on dirait sa bouche. Enfin, je sais, c'est pas bien de se moquer du physique des gens, mais lui, on a le droit. Parce que ce mec, il a péfra Adèle, il l'a harcelé et il l'a menacé de... Adèle Exarchopoulos qui l'accuse de conjugale. De son vrai nom, Mamadou Koulibaly, l'artiste avait été placé en garde à vue jeudi après-midi pour habituelle, c'est-à-dire fréquente et répétée. Alors que quand tu vois sa gueule, on dirait plutôt que c'est Adèle qui l'a frappé. Je la voyais en mode, une meuf lambda, tu vois. La semaine dernière, Dooms a été placé en garde à vue pour des faits commises sur Adèle Exarchopoulos entre 2017 et 2024. Et attention, c'est pas fini, non. Le mec est déjà poursuivi pour faits sur sa femme actuelle, avec qui il a 2 enfants. Il doit passer en jugement le 2 février. Et le détail qui fait froid dans le dos, c'est que sa femme actuelle, elle est partie porter plainte à la police le 11 janvier avec ses enfants parce qu'il l'a devant ses enfants. Ses gosses ont été témoins de ce massacre. Oh non mais là, excusez-moi, mais ok, faire le rappeur où tu te la pètes, tu dis que t'es violent. Mais là, c'est un déchet humain. Pour moi, il y a quelques fois où je méritais quand même que la justice soit sévère avec moi, tu vois. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Dooms, et c'est normal, découpe la moula en ta mère tapis. Obligé de brûler cette substance pour trouver le sommeil. On va pas se mentir, hein, parce que Dooms, c'est quand même le seul mec de 2 mètres qui a réussi à rester invisible pendant 10 ans. En fait, le grand public le voyait un peu comme l'ombre de Nekfeu. Ouais, il est meilleur pote de Nekfeu, il a été son backer pendant des années. Celui qui finisse les fins de phrases sur scène. Dooms, de son vrai nom Mamadou Koulibaly, né à Bamako au Mali et arrive en France en 1998 alors qu'il a à peine 8 piges. Pour lui, tout a commencé au début de l'année 2010 à Paris. Le mec, il est du 9e arrondissement. Et t'as Nekfeu qui le motive à se mettre dans le rap sérieux. Du coup, ensemble, ils créent le groupe Entourage. Donc oui, Dooms fait partie de cette ligue de super-héros du kickage avec Nekfeu, Alpha One, Esprit Noir, Jazzy Baz, la cour de récré la plus talentueuse de France. Et ils étaient 9 au total. Et le problème, c'est que faire des projets à 9, forcément avec chacun qui a son avis, c'était compliqué. Et Dooms, c'était un peu l'élément central, c'est lui qui savait parler à tout le monde. Au final, il a jamais réussi à se faire connaître dans l'entourage. C'était toujours celui dont on se rappelait jamais. Et son gros carton, il l'a eu en 2016 avec le morceau Suga Suga. Et c'était avec son rappeur frérot Népal. Alors ce morceau, c'est pas juste un hit, c'est un véritable braquage. Un peu comme lui avec Adèle. Single de diamant sans aucune promo. Ce qui est très dommage, c'est qu'en 2019, le rappeur Népal décède à l'âge de 29 ans. Les causes n'ont jamais été révélées par la famille. Mais c'est un choc brutal pour tout le rap français. Et pour Dooms, c'est un séisme. Il perd son binôme, son frère de toujours. Et depuis, il s'est un peu effacé du paysage du rap. Il fait de la production d'autres rappeurs. Et surtout, il consomme, mais vraiment beaucoup. Puis ça se voit un peu à sa gueule, surtout quand on voit avant-après. Le fait de fumer, etc., ça te rend pas un peu parano, un peu bipolaire. Ouais. Hein, on fume beaucoup le doré. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tout ça là, ça te rend pas un peu parano, un peu bipolaire? Parce que des fois, tu sais, tu peux être changeant sans t'en rendre compte. Oui, mais moi, c'est sûr. Et c'est vrai qu'on se demande, mais Adèle, dans tout ça, à quel moment elle est arrivée? Parce qu'elle ne fait pas partie du tout de ce monde. Elle aime les gars comme ça, elle aime les connards. Allez, petit rewind, et en fait, Dooms et Adèle se mettent ensemble en 2015. Et à l'époque, ça surprend tout le monde, le fait qu'ils soient ensemble. Ils viennent un peu de 2 mondes complètement opposés. C'est le crossover le plus improbable du monde, un multiverse. Parce qu'à l'époque, Adèle, elle est déjà vachement bankable, elle joue dans plein de films, c'est une resta. Sa maman est une actrice connue. Yes, of course. For sure. Adèle Exarchopoulos. Of course. For sure. Et lui, excusez-moi, mais c'est vraiment le pion de l'entourage, quoi. C'est l'ombre d'Alpha One. Of course. Il est un peu un Hess. C'est mes trucs, trop de trucs dans la tête. Donc tout le monde pense qu'il sort avec elle pour l'oseille. À l'époque, j'avais pas autant de moyens qu'elle. Mais lui, au contraire, il estime que c'est parce qu'il a de la confiance en soi. Et quand tu sors avec des meufs qui ont plus d'oseille que toi, c'est que t'as rien à te reprocher. Et t'as vu, moi, je la voyais pas en 3D comme les gens la voient en 3D, en fait. Moi, je la voyais en mode, une meuf lambda, tu vois. Tiens, ça te va ça? Après, clairement, quand ils allaient au resto, c'était pas 50-50. Hein. Si je peux pas, je vais te dire clair dans le jeu, y a pas, gros. Elle va dire, je m'en bats les... Je vais aller au resto, frérot, c'est moi je paye que tu me racontes. Et ensuite, donc, en 2017, Adèle tombe enceinte et elle donne naissance à Ismaël. D'ailleurs, Nekfeu, c'est son parrain. Et ensuite, bon, on connaît pas les détails, mais ils finissent par se séparer. Mais il y a aucun scandale. On sera encore ensemble, elle et moi. Sauf que moi,
C'est la rue, c'est la violence de la rue. Adèle ne parle jamais publiquement de la relation ni des raisons. Silence radio. C'est seulement aujourd'hui qu'on apprend que déjà en 2019, alors qu'ils étaient séparés, Adèle avait déjà saisi la justice. Mais c'était sans suite. Elle affirme qu'en mars 2019, après leur rupture, il aurait tenté de la... Elle dépose donc plainte pour violence et tentative de fuite volontaire. Et en plus, il l'a attaqué devant l'humoriste Melha Bedia, qui vivait alors en colocation avec Adèle. Et là, en octobre dernier, rebelote. Nouvelle menace de... Nouvelle insulte, alors qu'ils ne sont plus ensemble depuis quelques années. Aujourd'hui, Adèle, elle est en couple avec François Civil. Sur le tournage, c'était hilarant. J'allais leur parler, ils me calculaient même pas tellement ils étaient comme ça. Vous êtes tombé amoureux sur le film ou pas? Mais oui, mais tellement. C'est vrai? Mais oui. Les gens, au bout de combien de temps? J'adore. Et d'après elle, ça se passe super bien. Mais bien sûr, elle est obligée de garder un lien avec Dooms parce qu'ils ont un gosse ensemble. Et c'est souvent là que les tensions explosent. Et donc là, les dernières menaces, c'était de trop. Apparemment, c'est même François qui l'a conseillé de porter plainte. Et évidemment, sur Internet, c'est le festival. Tout le monde en parle. Certains demandent, mais pourquoi elle n'a rien dit plus tôt? 7 ans quand même, 2017-24. Comme si les violences avaient une date de péremption. Et la vérité avec cette affaire, c'est un peu tendu parce que Adèle a toujours voulu rester super discrète sur ce qui s'est passé. Parce que elle, dans son image et les idées qu'elle envoie au monde, elle est plutôt dans le vivre ensemble, le anti-cliché, il faut penser différemment. En quoi moi je suis légitime? Pourquoi? Comment je dois le transformer en un truc collectif en fait? Et forcément, une histoire comme ça d'une actrice blanche d'un milieu aisé avec un rappeur, bah ça nourrit les clichés de ouf. Ah, une partie des commentaires sur Twitter sont très politiquement orientés. Il y en a plein qui se mettent à expliquer qu'elle avait bien cherché, qu'elle avait qu'à pas traîner avec des racailles, genre ça n'étonne personne. En gros, tu es belle, tu sors avec un rappeur, donc assume. Alors pour moi, c'est immonde. Parce que bon, oui, on peut critiquer un peu son amour pour les bad boys. T'étais quel genre d'élève au collège? Celle qui avait fumé avant de venir et qui dormait mais au premier rang du coup. Qu'elle se la joue toujours un peu street. Dans la tête de ma mère que tu peux pas faire ça aux gens, Mais absolument rien ne justifie cette violence dans les commentaires. En fait, dire à une femme qu'elle l'a cherché, c'est déjà être du côté de l'agresseur. Alors vous, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? Après, c'est vrai que Dooms aussi, quand tu regardes le personnage et comment il se décrit lui-même, ça étonne pas trop. Lui-même, il a reconnu dans une interview que ça n'allait pas très bien dans sa tête. J'avais des traumatismes. En plus, t'as vu, quand j'étais avec elle, j'étais même pas au top de ma forme à ce moment-là. Il fait tout le temps le violent, le fou, t'es sur scène, il a éclaté le plancher. Sauf que dans la vraie vie, ce genre de comportement, ça détruit des gens. Moi, honnêtement, quand j'apprends des trucs comme ça, j'ai envie de lui mettre mon poing dans sa gueule. D'ailleurs, toi, mets un gros like si tu trouves qu'il en mérite un. Vous savez quoi? Chaque like, vous imaginez, c'est comme si vous lui mettez une claque comme ça. Après, comment ça m'a fait plaisir de découvrir qu'il y en a qui l'ont vraiment fait. Grand-mère. Ta mère aujourd'hui. Oui, il s'est vraiment fait défoncer dans le 13e parce qu'il avait mal parlé de Maître Gims sur Twitter. Alors j'ai la vidéo de l'agression et c'est très violent. Donc sur YouTube je peux pas, mais par contre je vais la mettre sur mon Telegram, donc vas-y abonne-toi. Et donc là Dooms pour l'instant il est en garde à vue ou alors il est déjà sorti. Mais lui en tout cas il a dit de prévenir Nekfeu pour sa garde à vue. Et forcément vu que ça a des meilleurs potes à Nekfeu, chez les gens ça a fait écho à une autre histoire. Parce que Nekfeu lui aussi il traîne une histoire de V conjugale avec son ex. Alors c'est un peu différent parce qu'il y a plein d'articles qui expliquent que cette situation est ultra floue, avec beaucoup d'éléments qui laissent penser que son ex voulait juste se faire de l'oseille là-dessus, qu'elle a inventé beaucoup de choses, et donc pour l'instant c'est un dossier impossible de lire clairement. Et c'est exactement dans ces cas-là que ça en devient toxique. Ce genre d'affaires mal comprises ou alors frauduleuses, qui servent ensuite d'excuses aux gens pour décrédibiliser des vraies femmes qui ont subi. En tout cas lui je pense pas qu'il va faire d'autres tubes. Il va rester dans cette famille des rappeurs à un tube. C'est quand tout le monde connaît la chanson mais personne n'est capable de dire c'est qui l'artiste. Parfois même les gens ils connaissent que le refrain. Parce que le problème, après un gros premier hit pour les artistes, c'est de sortir un deuxième. C'est souvent mission impossible. Beaucoup trop de pression, d'ego, entourage claqué, mauvais choix, puis consommation abusive de choses interdites. Et donc tout simplement plus d'inspi. Donc au final, soit ils tombent dans l'oubli, soit ils se reconvertissent vers autre chose, ou soit ils font les gros titres pour des mauvaises raisons. Toi dis-moi, c'est qui le artiste à un tube que t'écoutes toujours et t'aurais kiffé qu'il revienne? Si tu te rappelles plus, moi je t'ai fait un nuage de lettres où tu dois reconnaître des artistes à un tube. Et dans les commentaires, tu me dis combien t'en as trouvé. Et dites-moi, est-ce que vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Alors, est-ce que vous vous rappelez de ça? Parce que ce geste qui paraît aujourd'hui horrible et super gênant, il a été popularisé énormément par Designer et le morceau Panda.
Et ce rappeur, tout le monde le classe direct comme le phénomène numéro 1 de rappeur à un seul tube. Ah, Panda, ça reste hors catégorie. C'est sorti en 2016 et le titre est allé jusqu'à 5 fois platine. À ce moment-là, Designer, il était vraiment au sommet. Aujourd'hui, par contre, son nom circule pour des rumeurs bien glauques. Il est accusé d'être un agresseur S pour un truc qui s'est passé dans un avion. Mais bon, retour en arrière. Designer faisait déjà un peu de musique et commençait à avoir du buzz avec le morceau appelé Zombie Walk. Mais tout explose vraiment avec son tube ultra commercial Panda. Il le poste d'abord sur SoundCloud, puis sur iTunes. Et là, c'est l'ouragan, le son est partout. Reconnaissable entre mille avec ses adlibs ultra énergiques, l'impression qu'il rappe après 10 Red Bull. Mais ce qui est fou, c'est qu'avant Panda, il n'avait sorti que quelques morceaux. Panda arrive et il passe numéro 1. Designer devient le plus jeune artiste à rester en tête d'un classement Billboard pendant 17 semaines. Ah, normalement, à cet âge-là, à ce stade-là, tu dois avoir soit un manager, soit un psy. Mais c'est souvent les deux. Et il attire très vite l'attention de Kanye West et de Pusha T. Il venait de prendre la tête du label Good Music. Donc Designer signe chez Good Music en février 2016 et il se retrouve propulsé sur l'album The Life of Pablo. Sur 2 morceaux, dont Partout, qui est en fait en réalité juste Panda mais version Kanye West. Un remix vraiment déguisé quoi. Et à ce moment-là, tout va très vite. Et il faut se souvenir d'un détail très important, c'est qu'à ce moment-là, Designer, il a 19 ans. 19 ans, c'est l'âge où, je sais pas, tu stresses pour ton permis à la base, pas pour les crises bipolaires de Kanye West. Tout allait tellement vite. J'avais sorti le morceau il y a à peine 4 semaines. Et d'un coup, je me retrouvais avec Kanye. Tout avançait super vite. C'était fun. Mais ça a commencé à provoquer de l'anxiété. Parfois, je ne savais même pas comment me comporter. Je n'étais pas habitué à avoir des gardes du corps. Avant, j'étais juste un gamin du quartier. Moi et mes potes, on était nos propres gardes du corps. Et en 2016, il coche toutes les cases du rookie parfait. XXL Freshman, BET Awards, compilation Good Music, mixtape New English, apparition sur un show Netflix avec Bill Nye. Et donc c'est là où il sort Timmy Turner, son deuxième gros succès. Oui, techniquement, si on chipote, Designer, c'est un peu un rappeur à 2 tubes. Mais honnêtement, qui se rappelle de Timmy Turner? Et après 2016, c'est la traversée du désert. Il a fait quelques morceaux en 2017, mais c'est une chute brutale de visibilité. Le genre de descente où tu passes de le futur du rap à ah ouais, lui, c'est vrai. Il devient quoi, lui? Il est pas mort encore? Et c'est là que sa carrière commence doucement à faire fausse route. Et pendant ce temps-là, en 2018, Kanye West est en mode usine à classique. Il produit et bosse à fond avec les artistes de Good Music et ses affiliés, Pusha T, Teyana Taylor, Kid Cudi, du très lourd. Sauf que pendant que certains brillent, d'autres sont clairement laissés sur le bas-côté. Et parmi les oubliés, Designer. Lui, à la base, il annonce des albums, puis 1, puis 2, puis au final, tout ce qui sort en 2018, c'est un EP, intitulé Life of Designer. Autant dire que c'est un amuse-bouche quoi quand tu t'attends à un plat. Et il faut dire que le label Good Music, il traîne aussi une réputation compliquée. Des projets mythiques oui, mais aussi beaucoup de chaos interne. Kanye l'a même reconnu lui-même en disant que gérer un label, c'était la plus grosse erreur de toute sa vie. Il a dit en gros que c'était surtout pour l'oseille et qu'il était beaucoup trop occupé à créer pour lui-même et pas pour gérer les artistes. Et clairement, Designer, il a payé les pots cassés. Et après la sortie de son EP, en 2019, il commence à lâcher sa frustration mais publiquement. Il accuse Kanye West et le label de ne rien faire pour lui. Ah, il balance mais sans filtre. Il se prend pour un génie. Pour moi, ce mec est surtout complètement fou. J'ai dû me débrouiller tout seul, faire des trucs dans mon coin. Moi, je vais juste faire de la musique. Puis, il va sur Twitter pour demander à être libéré de son contrat. Et à ce moment-là, il n'a sorti aucun morceau solo en 2019. Tout a été mis au congélo. Et un artiste bloqué par son label, c'est pas Jojo. C'est rarement le début d'un comeback. Et au final, son label croit plus du tout en Designer et il le laisse partir. Et lui, à ce moment-là, il savoure. N'importe où, n'importe quand, c'est le rêve de tous les artistes. Je peux sortir le son que je veux. Je fais mon truc. J'ai plus de label derrière moi. Alors sur papier, oui, c'est liberté totale, c'est le rêve. Mais en vérité, c'était que le début des ennuis. Et après son départ de Good Music, son rythme de sortie de morceaux, il explose. Et c'est clair pour tout le monde, c'est son label qui le freinait. Mais le problème, c'est que le mal était déjà fait. Les gens ont commencé à l'oublier. Il a été bloqué pendant des années, donc il a perdu tous ses streams, toutes ses vues, toute sa hype. Et si on ajoute à cela des soucis de santé mentale, des problèmes familiaux, c'est une carrière en chute libre. Et puis arrive l'épisode qui fait basculer l'histoire dans le malaise total. Designer est arrêté après avoir exhibé sa beuteux
à une hôtesse de l'air dans un avion. Donc l'affaire sort, on en parle dans les news que c'est un gros dégueulasse. Et lui ensuite il publie un message sur les réseaux sociaux pour expliquer qu'il va très mal dans sa tête. Ces derniers mois je n'allais pas bien. J'avais du mal à comprendre ce qui se passait. À l'étranger pour mon concert, j'ai dû être hospitalisé. J'avais pas les pensées claires. On m'a donné des médicaments et puis j'ai pris l'avion pour rentrer. J'ai honte de ce qui s'est passé dans cet avion. En rentrant aux États-Unis, je suis allé dans un centre de réhabilitation. J'annule tous mes concerts et obligations. La santé mentale est réelle. S'il vous plaît, prenez soin de vous. À ce moment-là, il y en a plein qui disent quand même qu'il aurait dû être jugé comme un délinquant S. Mais au final, vu qu'il s'est excusé un peu, il s'est expliqué, il n'a rien eu. Je pense qu'en scred, ils ont dû lâcher un gros billet à l'hôtesse de l'air pour qu'elle se taise. Et depuis Designer, bon, il sort pas mal de singles, mais il y a rien qui marche réellement. En moyenne, il fait entre 50 et 100 000 écoutes sur Spotify. Alors c'est pas catastrophique, mais pour un ancien numéro 1 mondial, c'est clairement pas la Dream Life. Et puis il y a eu aussi ce moment lunaire il y a quelques mois là. Il a sorti un clip avec un rappeur youtubeur russe, Eldar Jarakhov. Alors grosse tentative mais gros bide. Et disons-le calmement, c'est clair que quand ta carrière t'amène à tourner des clips avec des rappeurs youtubeurs russes, ce n'est généralement pas le signe que tout va bien à la maison. Alors pendant que Designer continue à faire parler de lui pour de mauvaises raisons, le mec derrière Somebody I Used to Know, lui, il a littéralement disparu de la circulation musicale. Enfin, pas exactement, bon, je vous explique. J'ai traversé beaucoup de dépression et ça a fini par déborder sur toute ma vie et comment je me sentais au quotidien. Alors Gotye, c'est un artiste multiplatine, 3 Grammy Awards dans la poche et tout ça grâce à un seul morceau qui est devenu réellement impossible à éviter. Vous vous souvenez absolument de cette chanson, même si vous le vouliez pas. Somebody I used to know. Ce qui est marrant avec lui, c'est que, en réalité, sa carrière, c'était pas un crash, c'est un sabotage volontaire. Alors, retour au début. Gotye commence la musique dans le début des années 2000, quand il réalise qu'il peut produire des morceaux sur son ordinateur et sampler d'autres chansons. Il pioche partout, il assemble, il bidouille, il recycle, et ça vient de loin. La collection de disques de mes parents, c'est la première dans laquelle j'ai vraiment pioché sans vergogne. J'ai commencé à sampler là-dedans. Il y a clairement un lien entre la musique qu'ils écoutaient à la maison et mon amour pour la pop aujourd'hui. Et c'est justement cette approche artisanale, presque anti-industrielle, qui rend la suite de son parcours encore plus déroutant. Et donc Gotye commence à s'améliorer de plus en plus et en 2001, il sort son premier album. Un CD de 4 titres qu'il envoie à peu près à toutes les maisons de disques, des radios. Et le vrai déclic vient quand la radio australienne Triple J commence à diffuser ses morceaux. Et là, ça change tout parce qu'il décroche son premier contrat d'édition, il sort son premier vrai album. Progression lente mais propre. Et petit à petit, Gotye se fait son nom. Il enchaîne ensuite les récompenses en Australie et même un prix au Royaume-Uni. Donc là, la carrière est lancée, mais c'est seulement l'échauffement. Donc grâce à ce succès, Gotye, ça y est, il commence à gagner de l'oseille, donc il peut faire sa musique, ses petites recherches, sans se soucier financièrement. Et surtout, il commence à viser l'international. Le grand écran, pas la petite lucarne. Il bosse alors sur son prochain album, Making Mirrors, et il sort plusieurs singles. Alors le premier marche bien, et le deuxième, il change sa vie. Somebody That I Used to Know sort le 5 juillet 2011. Au départ, rien de fou, il rentre à la 27e place du classement australien, puis ça grimpe petit à petit, et puis le morceau est relayé sur Twitter par des restas comme Ashton Kutcher ou Lily Allen, chacun donc avec des millions d'abonnés. Et contre toute attente, il y a un truc qui joue en sa faveur. Le clip officiel du morceau fuite avant sa sortie officielle. J'ai vu des petits départs de feu un peu partout dans le monde. Le clip a fuité en Australie une semaine avant sa sortie, et très vite, les vues YouTube ont explosé. C'était mon premier vrai single à succès commercial, un vrai top 10. Puis la même chose s'est produite en Belgique, en Hollande et ensuite en Allemagne, et maintenant en Amérique du Nord, et c'est assez fou à observer. Aux États-Unis, le morceau commence à faire un méga carton. Des candidats le reprennent dans American Idol. Le titre finit numéro 1 pendant 8 semaines. Et c'est tout simplement la chanson la plus vendue de 2011. Et depuis, elle est certifiée 14 fois platine. Le succès tient en fait aussi que c'est l'hymne de la rupture internationale. Dès que tu te fais larguer, t'es triste, t'écoutes ce morceau. Le morceau devient l'un des hits les plus reconnaissables des années 2010. Même Prince avoue l'adorer au moment des Grammy Awards. Et le Grammy va à... J'adore cette chanson. Somebody that I used to know. Et là, Gotye, il est vraiment au sommet du monde. Ce qui rend la suite encore plus incompréhensible. Et là où l'histoire devient vraiment très bizarre, c'est qu'après tout ce succès, Gotye décide de s'arrêter. Vraiment, après la sortie donc de Making Mirrors, son album, il fait une grosse tournée, vraiment, donc le circuit des grosses stars, vraiment tout le packaging, puis ensuite, doucement, il disparaît. Quelques concerts par-ci par-là, puis plus rien. Pas de nouveaux morceaux, pas de teasing, pas de comeback. Et en 2014, il annonce à ses fans qu'il n'y aura plus jamais de nouvelle musique sous le nom de Gotye. En 2017, il a même dit qu'il ne met jamais
de publicité sur YouTube. Je ne suis pas intéressé par le fait de vendre ma musique. C'est pour ça que je ne mets jamais de pub sur ma chaîne YouTube. Il précise aussi qu'il refuse quasi toujours qu'on utilise sa musique pour de la publicité. Par contre, il autorise les étudiants de cinéma à utiliser sa musique gratuitement, tous ses morceaux. Lui, il est vraiment dans le zéro optimisation, zéro hustle. Il a par exemple rien touché sur le remix de Doechii et toute la trend sur TikTok. Son objectif dans l'industrie, il est clair depuis le début, et l'argent n'en fait pas partie. Et dans une interview, un journaliste lui pose la question que tout le monde se pose. Est-ce que ça t'inquiète d'être identifié uniquement à cette chanson plutôt qu'à l'ensemble de ton travail ? À un certain niveau, c'est inévitable. Tout le monde a sa plus grosse chanson. La plupart de mes morceaux préférés, ceux dont je suis le plus fier, sont souvent ceux qui divisent le plus. Les gens disent « je ne comprends rien à ce qu'il fait », et moi je me dis « parfait ». Ceux qui comprennent vraiment, ils adorent. C'est pour eux que je continuerai à faire de la musique. Et pour moi-même, et non pas pour des auditeurs occasionnels qui disent juste « Somebody that I used to know, c'était le son, le gros truc ». Je ne suis pas inquiet que ce soit mon plus grand succès ou pas. Il disait que pendant ses concerts, il arrivait, il faisait la chanson de Somebody I Used to Know, et après il commençait à faire ses autres chansons, et là t'as 3/4 des gens qui se barraient. Et donc à tous ceux qui restaient, il disait « bon allez, le vrai concert peut vraiment commencer ». Et seulement après, il faisait toutes ses autres vraies musiques. Et en résumé, Gauthier, il n'a pas vraiment raté sa carrière. Il a juste décidé de ne pas la jouer selon les règles. Et dans le monde où tout le monde court après son prochain hit, bah c'est peut-être ça le plus radical. Alors vous vous rappelez de Silento avec son tube Watch Me Nay Nay? Ah, c'est vraiment l'exemple parfait de One Tube Maker. Un tube viral, une danse mondiale et inoubliable, puis plus rien, avant de finir en prison pour... Ah, on est sur une trajectoire qui va très vite dans le mauvais sens. Et donc lui, dans la musique, il commence très tôt. Il est collégien et il fait déjà de la musique avec des petits producteurs, il poste des sons en ligne. Arrivé au lycée, il rencontre un producteur nommé Bolo et ensemble, ils créent un morceau qui sonne directement comme un gros hit. À l'école, je chantais et rappais tous les jours. Et un jour, j'ai sorti un truc accrocheur comme ça, spontanément. Et le lendemain, je reviens et tout le monde me dit « Vas-y, continue, refais-le ». Alors j'ai juste continué. Donc il contacte direct des maisons de disques, tout ça pour faire buzz, et il finit par signer chez Capitol Records. Et il est convaincu que le morceau a un potentiel énorme. Et à l'époque, le label a une idée très claire, c'est surfer sur la mode des chansons avec des danses virales. Et ouais, donc déjà à l'époque, donc bien avant TikTok, c'était déjà la même recette pour vendre. Le morceau Watch Me Weep, Nay Nay, ça sort le 6 janvier 2015, et là c'est le raz-de-marée mondial. Le son devient un phénomène culturel. 6 fois platine, plus de 2 milliards de vues sur YouTube. Si t'étais là à l'époque, tu t'en souviens forcément. Tout le monde faisait cette danse. Oh là, j'ai pas trop la place, mais... Tout le monde l'a fait partout, même des journalistes blancs lors d'un JT. En costume, complètement malaisant. Je suis complètement mal à l'aise. Rien que d'y penser, ça pique les yeux. Donc le morceau reste plus de 6 semaines dans le top 10 du Billboard et du Hot 100. Et donc pendant ce court instant, Silento est au sommet du monde. Sauf que les problèmes arrivent très vite. Parce que Watch Me n'a pas cartonné parce que Silento est un énorme artiste de ouf. C'est juste parce que la chanson était exceptionnelle. C'était une exception. Ça a marché parce que c'était fun, c'était simple et c'était accompagné d'une danse que même ton oncle bourré pourrait faire lors d'un mariage. Et ça, quelque part, c'est impossible à reproduire. En fait, Silento, c'est comme une horloge cassée. Une fois dans sa vie, il a donné la bonne heure. Il était là au bon moment, au bon endroit. Et donc, ce qui se passe après, c'est un peu logique. Une fois tout cet effet viral passé, sa carrière commence petit à petit à s'effondrer. Le public, il ne voulait pas Silento, il voulait juste la danse. Et quand t'es connu pour un gimmick mondial, impossible de le refaire. Et en 2018, Silento tente quand même de faire un comeback avec son premier album, Fresh Out of High School, et ça prend pas du tout. La majorité des morceaux ne dépassent même pas 100 000 écoutes sur Spotify. Autant dire que pour un mec qui faisait danser toute la planète il y a à peine 2 ans, le retour sur Terre, il fait un peu mal. Et à ce moment-là, il traverse aussi des gros problèmes de santé mentale. En fait, il a grandi à Stone Mountain, en Géorgie. Une petite ville avec un énorme problème de drodro. Dans les interviews, il dit qu'il est même né avec de la drodro dans le sang. Je suis né avec de la verte, de la C, des toutes sortes de drodro dans le corps. J'ai vu des membres de ma famille parler à des murs, se battre, essayer de s'entretenir. Personne ne devrait voir ça. Et quand tu mélanges ces traumas-là avec le fait que tu comprends que tu ne feras jamais un tube à nouveau, que tes 15 minutes de gloire sont terminées, donc la descente elle est un peu logique et Silento il commence à partir en vrille. Et comme souvent dans ces histoires, le label ne joue pas les psychologues. Il est lâché par Capitol Records même avant la sortie de son album. Une fois que le label a bien pressé le citron de Watch Me jusqu'à la dernière goutte, des merch, des concerts, des tournées, enfin tout y passe et ensuite allez on coupe. Au final j'avais 17 ans à l'époque. Maintenant, j'en ai 20. Le contrat que j'avais, je l'ai fait résilier. J'ai été libéré. Je me suis sorti de cette situation et je travaille sur quelque chose de nouveau.
Alors sur papier, ça ressemble à un reset. Mais en réalité, c'était surtout le calme avant la tempête. Parce qu'au fond, toutes ces galères, ces problèmes avec le label, ces problèmes avec la justice, ça n'avait encore rien de dramatique comparé à ce qui allait arriver. En fait, après avoir parlé de ses problèmes de santé mentale en 2019, Silento traverse des années de chute libre avec plusieurs démêlés judiciaires. Puis, en janvier 2021, son cousin Frédéric Roux III est retrouvé plusieurs fois touché par balle. Les enquêteurs retrouvent des douilles et des caméras montrent une voiture blanche qui fuit. Quelques jours plus tard, les flics arrêtent Ricky Lamar Howe, alias Silento. Et c'était lui le responsable de cette fusillade. Et donc Silento finit par plaider coupable en tant que malade mental. Et donc en 2025, là il y a pas très longtemps, un juge l'a condamné à 30 ans de prison. Ah, pour lui c'est un peu genre la vie derrière les barreaux. Aujourd'hui il est donc incarcéré en prison pour 3 décennies et il va sortir en 2051. Et donc on est loin de la danse virale de Ney Ney. Aujourd'hui il est devenu un exemple tragique de comment la célébrité et les problèmes mentaux peuvent te mener à une chute complètement destructrice. Allez mes Yagadou, balancez un maximum de likes, faites tourner cette vidéo. Ah ouais, parce que moi j'ai pas envie de tomber dans l'oubli. Après obligé d'aller buter ton cousin, pas que ça faire moi. Allez mes Yagadou, moi je vous fais un maximum de Yagadakis et j'ai déjà hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo qui va arriver mais très bientôt.